Merci, Marcelo. Bye. Salut, bon spectacle. Désolé, on est fermé. Oh non. Hey, Stanley. Comment vas-tu, mon ami? Ça va bien, toi? Ah, très bien. Hey, tu fais pas la radio ce soir? J'ai enregistré l'émission. En fait, j'ai un rendez-vous avec une très belle jeune femme nommée Louise. Hey, fais attention à toi, hein? Moi, la dernière fois que j'ai rencontré Louise, c'était à Expo 67. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Devenue ma femme. Oh, écoute, je pense pas qu'on va se rendre jusque-là, mais ça pourrait aider si tu me donnais une petite coupe de cheveux puis un rasage. Mais Stanley, qu'est-ce que je ferais pas pour toi, hein? Ah, merci. Ça va nous donner l'occasion de placoter un peu, en plus. Ah oui, le métier des barbiers, c'est pas seulement de couper des cheveux. Super bien. Hey. C'est beau, hein? Ce serait fun d'avoir un groupe de chanteurs jazz comme celle-là, comme les barbershops downtown. Écoute, barbershop music, c'est quand même avant le jazz. Oui, mais dans mon salon, mon ami, c'est du jazz. Ce soir, j'irai voir un bon spectacle de jazz. Ah ouais? Ah oui. Qui vas-tu voir? Enrico Rava, il grande trompettiste Enrico Rava. Et un compatriote à toi en plus? En plus, oui, c'est parfait, ça. Hey, Stanley, qu'est-ce que t'as là-dedans? Ben, ça, c'est la raison de mon retard, on va dire. Tu sais, je suis allé chez un collectionneur cet après-midi, puis je me suis éternisé, puis en fait, j'ai pas été capable de résister, alors je me suis acheté... Quoi? Rends-moi beau, puis je te le dirai. Ah, j'ai compris, hein. Tu vas me faire languir. Hey, au moins, donne-moi un petit indice. Hein? Un indice... Ah! Gillespie. Savais-tu qu'en 1964, il s'était proposé comme président des États-Unis? Oui, c'est ça. Il voulait rebaptiser la Maison-Blanche la Maison-Bleue. Il voulait nommer Ray Charles à la Library of Congress, Miles Davis à la tête de la CIA, Malcolm X comme Attorney General. Tudo pequeno. Pronto? E chi parla? Ah ben, André, comment vas-tu? Et tu ne devinerais jamais que je suis en train de raser en ce moment. Stanley. Payan. Stanley Payan. Oh, tu les as eus. Hein? Oh, grazie mille. T'es vraiment très, très gentil. Mais c'est sûr, j'ai fait un spécial pour lui. Je ferai un spécial pour toi aussi. Oui, mais dépêche-toi, hein, parce que ce soir, moi, je m'en vais voir Rava, il grande Rava. OK. D'accord, salut. Hey, c'était ton chum Ménard, le président du festival. Tu veux dire le vice-président et directeur artistique avec Alain Simard? Bah, c'est pareil. Il m'a eu des billets pour Marsalis. Bradford ou Winton. C'est là qui joue du sax. Ah, Bradford. C'est le plus vieux des deux. Faut vraiment pas les mélanger. C'est vrai, il y a une guerre entre les deux frères, hein, n'est-ce pas? Puis tellement, hein, ça s'est calmé. Quand ils sont venus la première fois à Montréal, c'était comme une bouffée d'air frais après tous les excès du jazz fusion. C'était comme du bebop sur les amphétamines. Ah oui.
comme le quintet de Miles dans les années 60, mais à la puissance N. Sauf que quand Branford et le pianiste ont été recrutés par Sting, aïe, aïe. Ben, c'est quoi le problème? Moi, j'aime Sting. Je suis allé même les voir au festival quand il est venu en 2000. Bon, je l'aime bien, Sting, moi aussi, c'est pas ça le problème. Mais ce que Wynton a pu raconter sur Branford dans les médias après. « Oh, mon frère a vendu son âme au diable, mon frère va jouer de la musique pop, oh! » Ah, c'est fini ce temps-là. Hey, salut, amigo! Salut, Marcello. Les billets de Branford. Oh, grazie mille. Salut, Stanley. T'aimes pas Wynton? Non, c'est pas que j'aime pas Wynton, c'est quand même un des plus grands techniciens de la trompette présentement. Bon, ça y est, technicien. Non, mais quand même, c'est pas juste un technicien, c'est surtout quelqu'un qui joue avec un très grand feeling. Ouais, c'est sûr qu'il joue bien, là, mais est-ce qu'il est vraiment obligé de donner un cours de solfège à chaque fois qu'il va commencer une pièce ou un disque? Tu sais, moi, je me rappelle de son disque de 1992, le Blue Interlude, là. Ouais. Tu sais, avant la longue composition de 40 minutes, il y a 6 minutes de Wynton assis au piano à nous expliquer que quand il y aura tel motif au trombone, c'est que la fille ressent ceci, et que quand la trompette répondra ça, là, c'est que le garçon va sentir ça. On n'a pas besoin de tout ça. Est-ce qu'il peut pas juste jouer, mais 6 minutes d'explication? OK. Si je me souviens bien, c'est bien lui qui a gagné des Grammy en classique et en jazz la même année. Il a pas juste fait ça, il a beaucoup évolué. Écoute, depuis qu'il est à New York, là, il a élevé la musique de jazz à New York avec le Jazz at Lincoln Center, le programme dont il est le directeur. Il a élevé ça au rang de la musique classique, comme le Metropolitan Opera, comme le Philharmonic. Alors, on peut dire quand même qu'il a aussi beaucoup ouvert ses autres musiques. Par exemple, l'an dernier, je l'ai vu jouer avec Willie Nelson, puis ils ont fait un disque avec ça. Ah, c'est vrai, et c'est un très bon disque, j'en ai dit du bien, et par écrit, et à la radio. Mais ça n'empêche pas que Wynton a dit beaucoup de mal de Miles, hein? Mais comment on peut donc parler mal de Davis, Santa Ella? Ouais. Miles Davis qui, moi, m'a fait aimer la trompette. Ben, regarde, Miles a fait aimer, je pense, le jazz à beaucoup de monde. Quand j'étais adolescent, Miles était comme une rockstar. Avec des disques comme Vicious Brew, Live Evil, on écoutait ça comme on écoutait Crosby, Stills, Nash & Young à la radio étudiante. Ouais, puis c'était vraiment un touche-à-tout. Moi, quand je l'ai vu au festival en 85, il jouait des pièces qu'il avait empruntées à Michael Jackson, Human Nature, ou encore à Cyndi Lauper, le Time After Time. Oui, ça me rappelle. J'avais vu un show à Amsterdam où est-ce que Miles commence Human Nature et à quelques mesures après le début de la pièce, il y a un spectateur dans le troisième rang qui se met à crier « Bouh! » Alors Miles baisse ses verres fumés, puis il le regarde avec ses gros yeux, mais droit dans les yeux. Le gars s'est comme écrasé dans sa chaise, là, vraiment. S'il avait pu rentrer en dessous, je pense qu'il l'aurait fait. La dernière fois que Miles est venu au Festival de jazz, c'était en 1988. À ce moment-là, on avait aussi basé l'affiche sur un de ses dessins. Pour avoir le dessin, il fallait aller à New York. Miles était à l'hôpital et son appartement est en rénovation. Il a fallu se rendre dans un entrepôt, Alain Simard et moi. Et pendant toute une journée, on est passé à travers tout le portfolio. On ouvrait boîte après boîte. Dans chaque boîte, il y avait beaucoup de dessins. Mais dans une des boîtes que j'ai ouvertes, il y avait la trompette rouge gravée dessus, Miles. Le Saint Graal. Oui, assez, oui. Enfin, la plupart des dessins qu'on a regardés cette journée-là avaient une forte connotation sexuelle. Ah, il y avait un thème central. Oui, on peut dire qu'il y avait un thème central. Mais quand même, exception, je suis tombé sur un dessin qui était sur un canevas, une espèce de croquis de son autoportrait fait au crayon feutre. Et il avait signé « You and I, Miles ». Ah, c'est ça qui était utilisé pour l'affiche de 88. Regarde, je l'ai là. Exactement, c'est celle-là. Eh, magnifique. En plus, tu l'as mis en dessous de Kind of Blue. C'est sûr. Hey, c'est le 50e anniversaire de la sortie de Kind of Blue. C'est le disque de mes 13 ans.
Je sais pas si tu sais, mais quand le disque est sorti, le pianiste Bill Evans était très surpris de ne pas voir son nom comme compositeur de Blue and Green. Apparemment qu'il est allé voir Miles, puis Miles aurait sorti un billet de 50 $ en lui disant « Well, that should take care of it. » Typiquement Miles, mais quand même Bill Evans, tout un pianiste, grand pianiste, et sans Bill Evans, il n'y aurait pas eu de camp de blues. Oh, en parlant des pianistes, ce soir, je m'en vais voir Stefano Bollani, hein, qui joue avec Rave. Hein? Allez, j'ai fini avec toi, hein? T'es plus beau que Obama. André, viens t'asseoir. C'est à toi la valise? Tu veux pas me dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais je sais qu'il y a un rapport à Gillespie. Bon, il est curieux. Ah, magnifico! T'en joues. Bon, pas assez pour que tu me programmes au festival. Disons qu'il y a quelques années, il y a des amis qui m'ont offert ma première trompette, donc ça fait pas vraiment longtemps que je me suis mis à jouer sérieusement. Moi, je joue seulement des ciseaux. Et toi, André? Non, je joue de rien. Pas de notes. C'est fou, hein, parce que la musique est partout dans ma vie, mais j'ai jamais trouvé le courage d'apprendre à la lire ou à l'écrire. Hein, c'est drôle ce que tu racontes là, parce que Vic Vogel m'a déjà dit que quand lui était adolescent, il jouait déjà dans les bars, mais il savait pas lire la musique. Puis il est allé voir un grand maître de piano ici à Montréal, à qui il avait demandé des cours, puis le type lui avait donné un morceau classique lui, en disant « Apprends ça, puis reviens me voir. » Puis Vic avait pris le morceau en se disant « Je vais aller acheter le disque, puis je vais l'apprendre par cœur. » Pas pour les gars. Oui, sauf que le tourne-disque qu'ils avaient à la maison tournait pas à bonne vitesse. Donc, il n'entendait pas dans la bonne tonalité. Exactement. Alors, quand il est revenu voir le maître de piano, il s'est installé, il a déployé sa partition, puis il s'est mis à la jouer, à partir de ce qu'il avait appris par cœur, mais qui était un demi-ton à côté. Alors, le maître de musique l'a écouté jouer, l'a laissé finir le morceau, il a dit « C'est très bien. Maintenant, êtes-vous capable de la jouer dans la tonalité d'origine? » Oui, mais maintenant, il lit la musique. Oh, bien sûr qu'il lit la musique. Ouais. Quand même, Vic Vogel a reçu la bénédiction de Duke Ellington. Duke considérait qu'entre les mains de Vic Vogel, c'était sûr que l'avenir des big bands était bien assuré. Ah, je l'ai vu au premier festival ici à Montréal, en 1980. En fait, t'aurais pu le voir n'importe quelle année, hein, parce qu'il a joué à chaque année depuis. Cette année, ça va être son 30e. Les gars dans l'orchestre, ils me défient de jouer le trombone. Je suis pas un gros pratiqueur, mais je vais essayer ça.
Boguel, c'est un homme à tout faire, hein? Il a joué n'importe quelle musique avec tout le monde. Ouais, ça, c'est vrai, Marcello. Il a même fait un concert avec le groupe Offenbach, hein, le gros rock qui tâche avec un big band. Ça a donné un disque qui l'a fait entrer dans la culture populaire de l'époque. Oui, ça s'appelait Offenbach en fusion avec les Big Big Band. Un mariage du même genre qui m'a beaucoup impressionné, c'est celui de Brian Setzer avec un big band. Hey, ça, monsieur, ça décoiffe. Ah, c'est parfait. Hey, c'était la job pour moi. En fait, j'étais déjà pas mal fan de Brian Setzer en tant que chanteur des Stray Cats, bon, le groupe Rockabilly et tout. Mais quand j'ai su qu'il avait fait un big band et qu'il faisait tous les arrangements lui-même, là, j'ai tout de suite embarqué. Hey, ça, c'est les gars avec des tatous, hein? Mais comment ça se fait que vous n'avez pas pensé à le programmer comme grand événement extérieur? Arrête, je l'avais programmé comme grand événement extérieur. Je m'en vais en déplacement à l'extérieur, justement, pendant quelques semaines. Quand je suis revenu, le show avait été déplacé au Spectrum. Ils avaient présenté le concept à la police qui nous avait dit « Vous pouvez pas faire ça en extérieur, les moteurs vont tous venir à cause des tatous. » Inside out. We're gonna rock this town, we're gonna make them scream and shout. Rock, 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 team, we're popping on our own too. We're gonna rock this town, rock this place so far. We're gonna rock this town, rock it inside out. We're gonna rock this town, rock it inside out. Hey, ça déménageait. Hein? Le gars avait l'air d'un boxeur qui vient de gagner après 12 rounds. Pendant un combat de boxe, est-ce que vous étiez là quand on a mis sur une scène centrale un spectacle de blues dans le Vieux Forum en 1995? Ah, ça, c'est l'année avec B.B. King? Ouais, B.B. King et Buddy Guy. Hey, mais c'est quoi les rapports avec la boxe? Ben justement, j'avais remarqué chez plusieurs de mes amis qui aiment la boxe et le blues une certaine convergence dans la crédulité et aussi dans les clichés. C'est qu'en fait, ils pensent que tous les boxeurs viennent du ghetto et montent à la force de leur poing, alors que tous les bluesmen, eux, se sont mis à chanter à cause de la souffrance ressentie dans le champ de coton. Alors, ce qu'on a eu à faire, c'est de paraphraser, en fait, le langage de la boxe. Alors, le micro descend du plafond, maître de cérémonie en tuxedo, qui présente les deux protagonistes, B.B. King d'une part, Buddy Guy d'autre part, qui font chacun leur partie, et à la fin, grand combat final dans lequel s'affrontent B.B. et Buddy. Évidemment, Buddy, gentilhomme, a laissé gagner B.B. En fait, comme dans la vraie boxe, c'était arrangé. Hey, mais c'est grand le forum pour un show de jazz. Oh, ben c'est rien, t'aurais dû voir Diana Krall. Elle a rempli le Centre Bell en 2004. Ah, bella Diana, moi. Eh oui, ça, c'était 12 500 personnes dans un aréna pour écouter du jazz. C'est canadienne, hein? Est-ce qu'elle est née à Montréal? Non, elle n'est pas née à Montréal. C'est la première compagnie de disques qui était à Montréal. Mais elle vient de Vancouver. Ouais, ben c'est tout comme. C'est comme une enfant de Montréal. Après tout, c'est le festival qui lui a donné son premier grand coup d'envoi. Bon, on peut dire que ça a décollé ici, mais le reste, c'est elle qui est devenue une star mondiale. Ouais, ben ça a décollé dès le début. Hein. Je me rappelle de son hommage à Nat King Cole au Cabaret en 1995. Puis moi, je l'ai revu en 96. C'était au Spectrum. Well, you go through St. Louis and Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, Kingman, Barstow, San Bernardino. Why don't you get hip to this timely tip when you take the California trip?
Diana Krall avait donné ce spectacle-là 15 jours après la mort de Ella Fitzgerald. Ça avait l'air de l'avoir beaucoup peiné. Ça nous avait tous peiné. Et puis Diana lui avait rendu un bel hommage à sa façon à Ella Fitzgerald. We lost a lot of musicians in the last few weeks, actually. I lost my mentor, Jimmy Rolls, and we lost one of the greatest musicians who ever lived, contributed more. I mean, what can I say? It would take me too long. Of course, talking about Ella Fitzgerald. So I'd like to sing for you the tune. This is one of my favorite tunes that Ella ever sang. It was just, it's on a recording with Ella and Count Basie called Sunny Side of the Street, and if you don't have it, you have to go get it. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just sing this sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, wherever they be, dream a little dream of me. C'est pas une chanson en particulier. Ella Fitzgerald, pour moi, c'est la plus grande chanteuse de l'histoire. Ben, c'est la vie d'à peu près tout le monde. Oh, c'est la mienne, en tout cas. Non, mais je suis sérieux. Il y a à peu près 5 ou 6 ans, ils avaient fait un sondage qui avait révélé que pour le grand public, chant jazz égale Ella Fitzgerald. Chantait comme un oiseau, en fait. La moins affectée, surtout la plus fluide, la plus naturelle. Puis elle était la plus gentille. Ah, elle était comme une maman. Moi, je l'ai vue après son spectacle en 1983. J'étais tellement heureux d'avoir pu l'embrasser. C'est vrai qu'elle était attachante. Impossible de pas l'aimer. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage in Montreal? We could share the world. Will pardon my much, 'cause I've got a crush, my baby, on you. Yes, I've got a crush, my baby, on you and you and you, all of you in the front too, all in the middle too,
all in the back too. Upstairs too. People who need people are the luckiest people in the world. And I've got you. I've got all of you. I'm so lucky. And as they would sing on Soul Train, I got a crush on you. God bless. Mais elle était revenue en 87, non? Oui, mais à ce moment-là, elle était déjà pas mal diminuée par la maladie. Ah, la maudite diabète, hein? Madonna mia. En 87, c'était aussi une année spéciale parce qu'on célébrait le 50e anniversaire de la mort de Gershwin. Alors, on avait basé l'affiche de cette année-là sur une feuille de musique de Summertime. Je suppose que tu l'as, Marcello. Bah, bien sûr, qu'est-ce que tu penses? Regarde, juste en arrière de toi. Et vous avez eu toujours des très belles affiches, hein, vous autres au festival? Ah, ben merci. Enfin, cette idée-là nous avait inspiré de demander à tous les artistes s'ils voulaient s'essayer à une version de Summertime. La plupart avaient accepté, alors naturellement, au spectacle de clôture, à la Place des Arts, je me rends à l'arrière-scène avant pour saluer la fête journée et lui demander s'il était pour nous faire Summertime. Alors, il me répond comme ça, sur un ton un peu débonnaire. Mais là, tu vas quand même pas dire à la fête journée qu'est-ce qu'elle doit chanter. À la fin du show, évidemment, bon, elle est revenue sur scène en rappel. Et là, elle a fait la chanson. Sur un fond sombre avec des petites lumières, un peu comme les murs du Spectrum. On a eu l'impression de l'avoir chantée au ciel ce soir-là. C'était la dernière fois qu'on la voyait, c'était une forme d'adieu. Mais elle était pas morte tout de suite. Et a continué à chanter. Non, elle a continué un petit peu après, mais le diabète l'a vite rendu aveugle. Ouais, puis elle s'est fait amputer les deux jambes. Oh, quelle fin triste, hein? Mais c'était vraiment chic d'avoir créé un prix en son honneur, en tout cas. Non, ça allait de soi. Et vous avez créé plusieurs prix. Oui, il y en a 4. Il y a le prix Ella Fitzgerald, évidemment, pour le talent vocal. Il y a le prix Miles Davis pour la carrière et l'impact d'un jazzman à l'international. Ouais, vous avez créé également un prix au nom d'Antonio Carlos Jobim. Oui, pour les musiques du monde. Et il y a aussi le prix Oscar Peterson, évidemment, pour la contribution au jazz canadien. Ah, mais lui, pour les pianos, c'était les meilleurs. Les meilleurs, mais pas seulement au Canada, dans le monde entier. C'est sûr que pratiquer son art au niveau où Oscar Peterson le pratiquait, c'est à peu près inégalé dans l'histoire de la musique. Oui, puis en plus de tous les disques qu'on connaît sous son nom, c'était également le pianiste maison chez Verve. Ça veut dire qu'il a accompagné Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Charlie Parker, Louis Armstrong. En fait, il a accompagné tout le monde. Mon Dieu, on dirait qu'il dormait dans le studio. Quasiment. Et en plus, c'est un de ces pianistes qui font le pont entre le swing classique puis la virtuosité de bebop. Hein. C'est deux aspects qu'il maîtrisait parfaitement.
venu souvent au festival, mais en 2004, la dernière fois, c'était vraiment pour une rencontre spéciale. Non, tu parles du concert avec Oliver Jones? Oh, Santa elle, hein? Moi, je l'ai raté. J'ai jamais pu les voir. Ma femme était à l'hôpital. Il venait de sortir d'une opération et il fallait que je reste avec elle. Là, c'est moins grave parce qu'on vient de le sortir en DVD, alors. D'ailleurs, je l'ai à la maison, si tu veux, je peux te le prêter. Oh non, grazie. Je l'achèterai. Moi, je collectionne. Ouais, on dirait bien, ouais. Ah ben là, il faudrait que j'arrête de te couper les cheveux, André, parce qu'autrement, tu vas ressembler justement à Oliver Jones. C'est pareil à la naissance, hein? Ouais, parlant de ses parents à la naissance, on savait un peu que ce show-là était pour être marqué par le destin, parce que de toute façon, la filiation entre Oscar et Oliver était tellement évidente. Mais ça a donné un concert magique, vraiment. C'est pas la sorte d'Oscar, justement, Daisy, qui a montré jouer du piano à tous les deux? Eh oui, ils ont eu le même professeur, mais par la suite, Oscar est devenu le mentor d'Oliver Jones pour toute sa vie, je pense. Et Oliver s'en réclame encore, et quand il parle de ce concert-là, c'est sans doute un des plus beaux moments de sa vie. Toute ma vie, j'ai eu l'inspiration grâce à cet monsieur-là. Mesdames et messieurs, Hymn to Freedom. C'était un monument, Oscar. Ah oui, c'est vrai. Mais à vrai dire, c'est tout le panthéon du jazz qui a défilé à Montréal depuis 1980. Enfin, ceux qui étaient encore vivants. Moi, j'ai vu Miles Davis, Dave Brubeck, Ella Fitzgerald, Antonio Carlos Jobim. Écoute, tu peux arrêter parce qu'en 30 ans, 3000 artistes, c'est sûr que toutes les grandes pointures sont passées par ici. Ma pointure à moi, Tony Bennett. Antonio Benedetto. Il cantante dei cantanti, le crooner of the crooner. Quand ma femme l'a vu ici au festival, il a trippé. Vous étiez là à l'ouverture du 25e en 2004. Et en 1985. The simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
to lovers woo. They still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. Fight for love and glory. The case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Give us a little Humphrey Bogart, Ralph. OK. Ah, Stanley, c'est qui ton préféré? Je veux dire, à part Miles, qui est hors catégorie, ouais, en 30 ans de festival, c'est vraiment pas évident de choisir. André, ton préféré, toi? Ah, moi, c'est impossible. Écoute, en 30 ans, trop de bons spectacles, trop de bons artistes, je peux pas vraiment choisir un moment. Alors, peut-être qu'il faut changer la question. Là. S'il fallait décerner un prix à l'artiste que les Montréalais ont préféré, ce serait qui? Ben, on parlait tantôt d'Anna Crowd, évidemment qu'il y a eu un coup de foudre presque instantané entre Anna Crowd et les Montréalais. Mais sinon, je pense qu'il faut quand même parler de Pat Metheny. Ah, c'est vrai qu'il est venu souvent jouer au festival. Pat Metheny est venu souvent. Il y a beaucoup d'amis à Montréal, d'amis eux aussi. Mais ça compte plus, parce qu'il est marié maintenant, de toute façon. Est-ce qu'il s'est marié avec une Québécoise comme moi? Non, mais il y a quand même un soir, en 89, où il s'est marié, je pense, avec tous les Montréalais. Ah, ça, c'est son gros show extérieur, ça. Exactement. 10e anniversaire sur McGill College. Du monde de la place d'une Marie jusqu'à l'université, c'était plein à craquer. Hey, je sais. J'avais la misère à voir la scène. Mais c'est ça qui arrive quand on est petit, hein? Ah, mais t'es quand même le plus grand de tous les barbiers, quand même. Oh, grazie, Stanley. Mais sais-tu quoi? La prochaine fois, j'amènerai mon petit banc. En tout cas, Metheny, lui, il a vu la foule en montant sur scène. Il a regardé la foule la première fois et après ça, il me dit qu'il a fixé le plancher pour le reste du spectacle. Il a donné une performance extraordinaire, 3 heures de musique, c'était vraiment éclatant. Mais il s'en souvient comme d'un événement un peu traumatisant pour lui aussi. Ceci dit, quelques années plus tard, le traumatisme a dû s'effacer puisqu'il nous a donné une guitare qu'il a autographiée et que cette guitare va maintenant se retrouver dans la nouvelle maison du festival où est-ce qu'on va retrouver toutes sortes d'objets comme ça. Wow, la maison du festival, c'est ici. Oui, un peu, mais là, il va en avoir une vraie de vraie en plus où est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à plein d'archives, soit sur place, soit sur le site web. OK. Moi, j'ai pas de site web. Toi, t'as la guitare de Pat Metheny signée. Mais moi, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai ici. Regarde. I capelli di Pat Metheny. Félicitations. Oui, mais Metheny, ça a été le succès dès le début pour lui à Montréal. Je me rappelle, au Saint-Denis en 1982, sa première visite au festival, le public était plus que conquis. Ça, c'était l'âge d'or du jazz fusion. J'ai beaucoup trippé sur le jazz rock, à l'époque où Miles l'a inventé, et dans la foulée, Weather Report, John McLaughlin. En fait, c'est ce qui m'a amené au jazz. Ah, bien, c'est bien beau fusionner, mais à un moment donné, on ne peut pas fusionner avec n'importe quoi. À un moment donné, ça devient plus de jazz.
C'est un peu comme la fois que vous avez fait venir Prince. Non, mais là, je suis pas d'accord. Franchement, Marcelo, là, je suis pas d'accord. Ben, moi non plus, je suis pas d'accord. Prince a prouvé une chose à Montréal, c'est qu'il était capable de faire du jazz. As-tu vu son concert? Non, c'est pas mon genre. Ben, en tout cas, t'as manqué quelque chose. Écoute, le matin du show, le journal de Gazette avait traité la venue de Prince à Montréal au Festival de jazz de move opportuniste de la part du festival. Alors, le soir, il a commencé le show par une espèce d'improvisation qui a duré 1h30. Tourne le dos au public, lumière est avisée, un peu comme Miles Davis aurait fait. D'ailleurs, Miles était fasciné par Prince. Il est même déjà allé jouer à sa fête. Ah oui? Oui. Au Santa elle, là-haut. Puis la salle Wilfrid Pelletier était pleine à craquer. Hein? C'était pas un public jazz, un public qui était venu entendre les hits de Prince. Il a presque pas chanté, mais ça grouvait en masque. Des fois, tu reconnaissais un petit bout de mélodie, mais ça se perdait dans les improvisations tout de suite. Ah oui, mais ça, c'est pas correct pour son public. Attends. Au bout d'une heure et demie, il s'est tourné vers le public qui avait pas encore regardé une seule fois, puis il a dit « Oh, you're still there! » Je pense qu'il avait voulu répondre à la critique. Vous voulez entendre du jazz? Je vais vous en jouer du jazz. Oui. Ah ouais. Puis ceux qui étaient partis avant l'entracte là, ont dû le regretter parce qu'ensuite, là, il a enchaîné tous ces hits, là, un après l'autre, et ça n'arrêtait pas. Au total, entre ces deux parties, ça a fait pour moi un des meilleurs spectacles que j'ai vu de toute ma vie. Et c'est pas du vrai jazz, c'est du jazz. Non, mais du vrai jazz, c'est quoi du vrai jazz, Marcello? Le jazz, c'est comme la danse, c'est vaste. Ben oui, le jazz, de toute façon, ça a été la première musique qui, dès les années 30, a su autant s'inspirer des autres musiques qu'inspirer les autres musiques aussi. Ouais, il dit qu'il y a des puristes qui ont reproché au festival d'intégrer la bossa nova au programme. Ah oui, mais sur cela, on n'a pas voulu s'excuser. Tout au contraire, on a donné le nom d'Antonio Carlos Jobim à notre prix en musique du monde. Puis en plus, un des disques de jazz les plus vendus de l'histoire, c'est le disque Getz Gilberto avec les chansons de Jobim. Ouais. Il y a une citation de Getz qui va t'intéresser. Stan Getz avait dit « Je n'ai jamais rien pris à la bossa nova que la bossa nova n'avait pas d'abord emprunté au jazz. » Ouais, ça m'a l'air qu'on a pas besoin de te convaincre pour cela, Marcelo. Non, tu ne devras pas. Jobim, c'est du vrai jazz. Et moi, je l'ai vu en 1986, ici, au festival. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Ei, ai, a pá, da, 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 da. Arigato. Ah, moi, j'adore quand les jazz ils rencontrent la musique latine. Je te comprends. Moi, j'avais capoté sur le concert d'Astor Piazzolla en 84. T'étais pas le seul, hein? Le tout plateau Mont-Royal était là. La critique avait été dithyrambique. Piazzolla, à Montréal, c'était son premier show en Amérique du Nord en 84. Et tu sais quoi? Cette année, pour me faire plaisir, je vais aller voir Chucho Valdés et Gonzalo Rubalcaba. Oh, moi, j'adore la musique jazz de Cuba. Fantastique. À propos, André, t'as jamais été à Cuba? Oh oui, je suis allé à Cuba assez souvent. La dernière fois, c'était en 87 au Festival de jazz de la Havane, avec tous les honneurs d'ailleurs. Il m'appelait compagnero. Ouh, Santa Ella! Oui. As-tu au moins rencontré Fidel? Non, pas vraiment, mais Fidel, je l'ai vu en 80 faire un discours de 5 heures. Les gens avec qui j'étais m'avaient expliqué qu'il était malade à ce moment-là, que normalement, c'était plus long que ça. Enfin, ça a fini en 87 qu'on a invité Gonzalo Rubalcaba pour la première fois. Je l'avais découvert à ce moment-là.
J'ai entendu Charlie Haden une fois dire en conférence de presse que ce qu'il trouvait de bien avec le festival d'André, c'est qu'il pouvait jouer avec Gonzalo sans problème parce que nous, on a des bonnes relations avec Cuba. En fait, le Canada a des bonnes relations avec presque tout le monde entier. Ça aide. Ah, c'est vrai, ça. Moi, je suis arrivé à Montréal à l'Expo 67. Et ce que j'ai vu là, c'était un village, un gros village global. Et c'est la même chose maintenant avec les festivals jazz. Et tu vois des gens de tout le monde, de toutes les couleurs, de toutes les langues, qui viennent ici, pas pour se chicaner, non, c'est pour faire la fête. C'est comme l'Expo, mais en fait, les pavillons ont des murs faits en musique. C'est vrai que la musique a un pouvoir rassembleur plus grand que n'importe quoi d'autre. Oui, mais ça parle aussi de Montréal. Montréal est une ville pacifique. Et ceux qui viennent de l'extérieur, comme par exemple Tony Bennett un soir a marché du Théâtre Saint-Denis jusqu'à chez Beatles, il n'en revenait pas comment le centre-ville était sécuritaire. Même chose pour Pat Metheny. Pat Metheny, il dit, je marche sur la rue et je me sens regarder comme John Lennon à New York. Sauf que les gens viennent pas me solliciter. Ah, écoute, moi, pendant les festivals, je me sens comme un touriste dans ma propre ville. Ben, il faut aimer les gens, hein. Il faut pas avoir peur des foules. Ouais, surtout les soirs de grands événements. Méchant party, il y a beaucoup de monde. Des fois, il y a même trop de monde. Je me souviens de votre grand événement extérieur avec le Cirque du Soleil. Oui, mais ça, on se doutait un peu qu'un mariage entre le Cirque du Soleil et le Festival de jazz était pour attirer beaucoup de monde. Mais ce soir-là, il a fallu vraiment gérer parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment trop de monde qui venait. On a dû boucler le site, arrêter de laisser les gens entrer parce qu'il y en avait trop. Ouais, des grandes idées, des fois, ça peut être dangereux. Oui, ça a été fait dire par un journaliste, d'ailleurs. Ce serait peut-être bon d'avoir de moins bonnes idées parce que ça mettait le public en danger, sinon. Ouais, c'est moins dangereux à la télé. Ouais, en plus, la télé, ça a permis au festival de rayonner comme ça se peut pas. Au festival et à Montréal de se faire connaître partout dans le monde. Ouais, Montréal et le jazz tout court. Oh, Madonna mia, il concerto di Rava. Ben, c'est quoi le problème? C'est juste à 22 heures. Ah ouais, c'est... Ah oui, on a encore un peu de temps. Oui, d'ailleurs, un peu de temps peut-être pour écouter monsieur essayer son nouveau jouet. Ben oui, pourquoi pas? Alors, quand même, les gars, vous me gênez, là. Je suis pas Enrico Rava, moi. Oui, mais t'as les cheveux mieux coupés que lui. Hein, ce soir, tu vas pogner avec ta belle Louise. Non, tu vas voir, je vais juger avec toute la sévérité dont je suis capable, il n'y a pas de problème. Bon, ben, puisque j'ai pas le choix. Vous l'aurez voulu. Ouais. Un petit temps de pratique, puis tu vas pouvoir ouvrir le 60e festival. Je vais te prendre au mot, fais attention. Et en parlant des 30 ans et d'anniversaire, regarde qu'est-ce que j'ai ici. Oh, monsieur. Te rappelles-tu de ça? Oui, une grande année. Grande année. Oui, hein? Malheureusement, ça se boit pas, un T-shirt d'une bouteille. Ah, oui. Mais je peux te montrer une autre chose qu'on peut boire. Ah oui? Oui, mon ami. Tiens. Oh! De la grappe, hein? Ah, la chose sérieuse. Bon 30e à toi et à toi. Merci, Versalo. Toi aussi, bon 30e.